Bon, bienvenue à notre petite conférence sur la contractualisation agile. Merci d'être là, c'est sympa. Donc, je m'appelle Adrien Desportes, je suis le cofondateur d'une start-up lyonnaise qui s'appelle Ayrton. Je l'ai créée il y a 10 ans, je me dis on est toujours une start-up. On est 30 personnes et on fait des objets connectés. Alors qu'est-ce que c'est des objets connectés? Ça peut paraître un petit peu flou comme ça. On a fait la nouvelle génération d'horodateurs, vous savez, ces petits parcs-mètres que vous trouvez dans la rue aujourd'hui qui sont pas top, avec de l'Android dedans, des trucs super cool. Des solutions de télégestion d'éclairage public, un petit peu comme dans Watch Dogs, s'il y en a qui jouent aux jeux vidéo, on peut contrôler l'éclairage public dans des centaines de villes. Mais aussi des trucs B2C comme un airbag pour protéger les motards, un truc que vous mettez sous votre veste de motard qui va se gonfler en cas de chute. Super bien, j'en ai un. Et en ce moment, on est en train d'industrialiser une cigarette électronique pour sevrer la dépendance nicotinique. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que il y a 10 ans, quand j'ai créé cette boîte, vous avez compris, on travaille pour des clients, ce ne sont pas nos propres produits. On s'est posé la question que vous êtes, je pense, tous posés ici, si vous êtes dans une agence ou si vous êtes free, tout simplement. Comment je vais contractualiser avec mes clients? Est-ce que je fais du forfait? Est-ce que je fais de l'AT? Moi, j'y connaissais rien au début. Je connaissais même pas ces noms-là. Et comment mes équipes sont organisées pour développer l'agilité, le cycle en V. Et je me suis rapidement rendu compte, à force de me prendre 2-3 portes très très fortement dans la face, qu'il y avait une problématique entre l'engagement contractuel que je prenais avec mes clients et la méthodologie que j'avais envie d'appliquer pour développer des projets toujours innovants. Ce qui est important, c'est ce qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est un retour d'expérience qui, moi, m'est personnel, puisqu'on a travaillé avec Alfred, qui est coach agile dans cette transition. Donc c'est pas forcément la vérité, en tout cas c'est ce que j'ai vécu. Mais de bien voir que c'est adapté à l'innovation ce qu'on a fait. C'est pas adapté si vous êtes un industriel qui fait 500 000 fois la même chose, où là on ne tombe pas dans ces problématiques-là. Je te laisse te présenter. Bonjour, Alfred Almandra, consultant indépendant, expert méthode agile. Et j'ai le plaisir, donc, avec Adrien aujourd'hui, de vous parler des contrats agiles. Moi, un peu plus sur l'aspect théorique des 4 contrats qu'on veut vous présenter. Et puis Adrien, plus sur le retour d'expérience et comment le mettre en œuvre d'un point de vue commercial. Alors, on va parler d'engagement contractuel ou moral, n'importe quel type de promesse. Et on est dans un contexte quand même particulier, celui au sens large de l'innovation, du produit ou service sur mesure, de l'expérience utilisateur. Bref, quelque chose de relativement incertain et volatile qui peut bouger dans le temps. Alors d'abord, on va vous parler des limites des contrats traditionnels. Il y a 2 grands types de contrats et de types d'engagement largement répandus. Le premier, c'est ce qu'on appelle le forfait ou l'engagement de résultat. Donc typiquement, le client va essayer d'obtenir un maximum de périmètre pour un minimum de budget ou de délai. Donc on sent bien que dès la négociation, c'est celui qui gagne, c'est au détriment de l'autre. Alors le truc déjà, c'est que dans les contrats, n'importe quel type de contrat, si tout se passe comme prévu, il n'y a aucun problème, tout le monde est content et le contrat est le meilleur du monde, il n'y a pas de souci avec ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'aléa, parce que c'est là qu'on va vraiment voir à quel point les contrats sont gagnant-gagnant ou pas. Et dans le cas de l'engagement de résultat, du forfait, lorsqu'il y a des aléas, le problème c'est que le fournisseur, lui, a tout intérêt à livrer le périmètre coûte que coûte dans le budget et le délai pour éviter des pénalités. Et dans coûte que coûte, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la pression pour l'équipe. Une équipe qui a la pression, c'est une équipe qui ne produit pas forcément de la qualité. Et résultat, le fournisseur va devoir peut-être même mettre des renforts, donc rogner sur sa marge. Et du côté du client, ce qu'il va récupérer, alors oui, contractuellement, ça respecte probablement le périmètre à des réserves près. Mais surtout, c'est que d'ailleurs, il ne peut pas vraiment l'exploiter. Et donc, ça peut engendrer déjà des coûts supplémentaires pour remettre d'aplomb. Mais surtout, c'est du retard en délai. Et donc, ça veut dire un business qui doit attendre et donc potentiellement du manque à gagner. Alors, le truc, c'est que sur le terrain, il y a des équipes qui essayent de s'en sortir malgré tout grâce à l'agilité. Mais ça va très vite s'arrêter dans le sens où... Alors, sur le processus, oui, on peut faire du mieux d'un point de vue process et d'un point de vue qualité. Mais sur le périmètre, non. C'est-à-dire que l'agilité va nous montrer qu'on peut faire mieux. Mais comme on s'est engagé sur un périmètre fixe, eh bien, malheureusement, voilà. Soit on profite des améliorations au détriment de l'engagement contractuel, soit on veut faire les améliorations, mais dans quel cas c'est au détriment de l'engagement. Donc dans tous les cas, il y a une non-maîtrise du périmètre. Alors comme on le voit, l'engagement de résultat, ce n'est pas un contrat gagnant-gagnant, c'est plutôt un contrat perdant-perdant. Et de notre point de vue, l'engagement de résultat, le forfait, c'est le meilleur moyen de faire avorter l'innovation et l'expérience utilisateur dès le départ, en fait.
Le deuxième grand type de contrat traditionnel, c'est l'engagement de moyens, qu'on appelle aussi la régie ou l'AT, l'assistance technique. Et là, c'est très simple, le client reprend la main sur le pilotage, et donc il va négocier avec le fournisseur pour qu'il lui mette à disposition les meilleures compétences possibles au TJM le plus bas. Donc là encore, on sent qu'il y a une sorte de conflit, c'est celui qui gagne et celui qui perd. Mais c'est encore un peu plus vicieux que ça, c'est-à-dire que même quand tout se passe bien, il y a quand même des risques associés à ça. C'est-à-dire que dans le cas de la régie, le client est totalement maître, ce qui veut dire qu'il risque d'imposer ses propres choix, ses propres biais, ses propres solutions techniques à l'équipe, même si l'équipe est consciente que ce n'est pas la meilleure chose. Il risque d'imposer sa propre lourdeur administrative, je prends des raccourcis, mais typiquement de la comitologie, des réunions, des process internes, des achats, etc. Et puis il y a encore un autre effet encore plus pervers, c'est que le client loue de la compétence, mais du coup, il ne va pas forcément, lui, investir pour faire grandir l'équipe et pour faire grandir les compétences. Après tout, il la loue, ce n'est pas à lui de le faire. Et le fournisseur, lui, il a dû négocier, rabaisser son TJM, il n'a pas trop envie de sortir les personnes, ça lui ferait du manque à gagner, et donc il ne va pas non plus être très motivé pour les former dans la durée. Alors là, encore une fois, on prend vraiment le côté un petit peu noir, sombre, mais si tout se passe bien et si tout se passe comme prévu, la régie fonctionne bien et tout le monde est content. Alors qu'est-ce qui se passe en cas d'aléa ? Eh bien, en cas d'aléa, mécaniquement, tout de suite, le délai va augmenter et donc le coût total va augmenter. Ça, c'est mécanique. Le point, c'est que comme le client est totalement maître, eh bien, du coup, il va avoir une sorte de droit de regard sur ce qui se passe. Donc, il va mettre un petit peu la pression à l'équipe, il va lui demander d'aller plus vite. Bon, les injonctions d'aller plus vite, ça marche un temps. Il va peut-être aussi dire à l'équipe comment faire, alors que c'est lui qui loue la compétence pour justement un savoir-faire. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Et donc, si on run sur la qualité, si on run sur le rythme au travail, bah malheureusement, les choses ne vont pas se passer forcément comme prévu et rapidement. Et à un moment donné, le client va avoir l'impression que le temps s'allonge à l'infini et que le coût donc s'allonge à l'infini. Et là, il a une perte de visibilité qui peut être flippante. Il a l'impression qu'en gros, c'est nos limites. Et alors, c'est encore plus vicieux si par-dessus ça, les équipes essaient de s'en sortir avec l'agilité. Parce que quand on est sous pression, quand on ne produit pas forcément de la qualité, c'est difficile d'être prédictible, c'est-à-dire c'est difficile de bien estimer une date de fin, même s'il y a des outils pour faire ça. Et du coup, bah, le client va commencer à regarder un peu ce qui se passe, il va voir que les pratiques agiles consomment de la charge, et ça c'est pas neutre, faut le savoir. Les pratiques agiles sont très intéressantes, elles permettent d'être très efficaces, mais il y a une empreinte aussi, il ne faut pas le négliger. Et donc, ce qu'il va observer, il va commencer à fliquer les temps, puis il va se dire, il va faire un raccourci, il va dire, oh mais au fait, l'agilité vous prend du temps, donc c'est l'agilité qui me fait partir à l'infini, on arrête ça. Ouais. Donc là, le point ici, c'est que ce type de contrat est plutôt gagnant-perdant. Il est gagnant pour le fournisseur, parce qu'après tout, un projet qui s'allonge, bah, c'est de la facture en plus, donc c'est pas forcément gênant. Par contre, il est perdant pour le client, parce que là, on perd la maîtrise du budget et du délai. Et ce qui est encore plus vicieux, c'est qu'il peut y avoir une sorte de va-et-vient entre forfait et régie, c'est-à-dire que je veux protéger mon budget de délai, mais finalement je ne suis pas content sur le périmètre, sur la qualité, du coup je passe à un mode régie, mais du coup je perds la visibilité sur le budget et le délai, je reviens à un forfait. Et puis il y a une sorte de cercle vicieux, on reste un peu bloqué sur ces deux schémas. Alors de notre point de vue, concernant l'engagement de résultats, de moyens, donc la régie, chercher un TJM bas est le meilleur moyen de faire dériver le délai et donc de faire dériver les coûts. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment les contrats agiles vont nous permettre de quand même protéger des choses au niveau du budget et du délai, de quand même être un peu flexible au niveau du pilotage et notamment du périmètre, tout en travaillant à un rythme soutenable, tout en protégeant la qualité. Et une des clés, c'est que bien sûr, on va se détacher progressivement de la notion de périmètre. Le but, c'est pas d'en faire plus en quantité. Le but, c'est de faire mieux en valeur ajoutée. Et c'est pas la même chose. Le point essentiel dans les contrats agiles qu'on va vous présenter, le point essentiel, c'est que c'est l'équipe qui décide. Les choix opérationnels, techniques, tactiques, c'est l'équipe qui est maître opérationnel. Ce n'est pas le client, ce n'est pas le fournisseur, c'est l'équipe. Alors on va commencer par le premier contrat agile qui s'appelle le forfait valeur. Alors on va partir de contrats qui sont très proches de l'engagement de résultat et qui progressivement vont aller vers quelque chose qui ressemble presque à de la régie, mais sans être de la régie, et qui permettent d'être beaucoup plus flexibles. Donc le premier, c'est le contrat forfait-valeur, dans lequel on a un budget fixe, un délai fixe, mais dans lequel on va remplacer la notion de périmètre par la notion de valeur. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On va demander au client à quoi il a pensé.
Donc par exemple, il nous sort 3 tickets, il nous dit voilà, moi c'est ça mon périmètre au départ. Alors déjà, on va remplacer la notion de fonctionnalité par la notion d'histoire utilisateur. Je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée c'est plutôt que de parler technique, on va parler valeur ajoutée pour le client. Et on va lui demander typiquement de classer ces tickets verticalement sur un axe de valeur ajoutée. Ensuite, aussitôt, l'équipe va générer tout un tas d'idées. Et là, on va s'autoriser de générer plus d'options et d'alternatives que ce qu'on est capable de faire. Et je dirais même que plus il y en a, mieux c'est. Et on sait dès le départ qu'on ne fera pas tout, ce n'est pas l'objet. Mais ça permet déjà de nourrir et de s'alimenter de la créativité, de la force de proposition de l'équipe. Parce que le client, lui, il a ses idées, mais il ne connaît pas le métier du fournisseur. Puis le fournisseur, il a ses capacités à faire, mais il ne connaît pas le métier in fine du client. Donc c'est vraiment le mariage des deux. Et on obtient une liste comme celle-là, une belle liste verticale de tickets à valeur ajoutée. Ensuite, l'équipe va placer une notion d'effort relatif des tickets les uns par rapport aux autres. Et là, on voit apparaître ce qu'on appelle la matrice valeur-effort, qui est un des outils les plus légers. Vous pouvez la mettre en place dès un brief client. Au lieu de faire un brief à une personne ou deux en 1 heure, vous faites un petit atelier de 3-4 personnes en 2-3 heures. Et vous pouvez obtenir ça, véritablement. Et grâce à ça, ça vous permet tout de suite d'identifier ensemble, avec le client, d'identifier des tickets à très fort ROI, à très forte rentabilité. Et comme on le voit ici, ce n'est pas forcément que des tickets de l'équipe et ce n'est pas forcément que des tickets du client. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe qui va protéger le budget et le délai va pouvoir s'engager sur un nombre de points de valeur, mais qui n'est pas forcément en lien avec tel ou tel ticket. Et donc ça veut dire que si quelque chose se passe mieux que prévu ou moins bien que prévu, les notions d'estimation d'effort vont bouger. Mais ça, c'est pas grave parce que du coup, l'équipe devient très adaptable. Elle est capable d'échanger un ticket par un autre tout aussi rentable, voire plus rentable. Alors, on peut voir aussi, sans rentrer dans le détail de la matrice valeur-effort, qu'il y a aussi des zones intéressantes comme les tickets en bas ici. C'est des tickets moins rentables, donc on ne les fait pas en premier. Mais au dernier moment, si on a un peu de mou, on peut les injecter. Ça fait des petits bonus sympas et ça peut augmenter de la valeur sans demander trop d'efforts et de complexité. Donc là, l'idée qui se cache derrière le forfait valeur, c'est promettre peu, c'est-à-dire un certain nombre de points de valeur qui satisfait le client et qu'on est sûr de pouvoir faire, et délivrer beaucoup, c'est-à-dire que grâce à l'adaptabilité, on peut aller chercher beaucoup plus de valeur pour le client en respectant le budget et le délai. Bon, ça c'était le premier contrat. Objectivement, sur le terrain, ce n'est pas celui que les équipes utilisent le plus. Il y a plus intéressant encore. Par contre, la matrice valeur-effort, c'est un outil que je vous recommande, quel que soit votre contexte et votre mode de contrat. C'est peut-être le quick win de l'agilité. Comment est-ce qu'on trace la progression dans un forfait valeur? On connaît le budget et le délai qui sont fixés. On imagine un scénario prévisionnel à partir des points de valeur qu'on a obtenus sur la matrice valeur-effort. L'équipe prend un temps de réflexion et s'engage sur un minimum de points de valeur qu'elle est sûre d'atteindre et qui plaît au client. Et à partir de là, il y aura l'avis du projet et ça peut donner quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est une courbe typique, la courbe en S. Le début, on découvre, on apprend, on est challengé, il y a des blocages, etc. On s'adapte. Ensuite, il y a un bon ramping, c'est-à-dire qu'on a une belle pente de rentabilité, de ROI. Et puis ensuite, il peut y avoir les reliquats, l'atterrissage. Ça, c'est une courbe typique en S. Et si jamais on rajoute régulièrement des options à valeur ajoutée, cette courbe peut encore s'allonger et progresser. Le deuxième contrat s'appelle Money for Nothing, Any Change for Free. Pour ceux qui ont plus de 20 ans, il y a une photo de Dire Straits. Alors ici, l'équipe va s'attacher à protéger le budget. C'est ça qui va être le maître mot, on protège le budget. Alors qu'en est-il en termes de délai et de périmètre? Alors sur le délai, on va être plutôt flexible, c'est-à-dire que si le budget est consommé, on s'arrête. Si jamais à une certaine date il reste encore du budget, on peut potentiellement continuer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce contrat est vraiment fait pour, voilà, j'ai un budget fini et je ne peux pas aller au-delà. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un engagement sur, alors soit du périmètre, soit un nombre de points de valeur ajoutés, peu importe. En tout cas sur une certaine quantité. Et là, le principe va être le suivant. On a une enveloppe du budget qui est prévue pour rien en face. Pas de périmètre, pas de nombre de points, c'est juste une enveloppe supplémentaire, qui d'ailleurs peut être optionnelle ou qui peut être payée quoi qu'il arrive. Ça, c'est des conditions contractuelles. Le principe, c'est quand il y aura des aléas, quand on va découvrir des choses, quand des choses ne se passeront pas comme prévu, on pourra à tout moment rajouter de nouveaux tickets grâce à l'enveloppe supplémentaire, ou si on le souhaite, échanger un ticket avec un autre tant que celui-ci n'est pas commencé. Donc tant qu'un ticket n'est pas commencé, si jamais on trouve quelque chose de plus intéressant à faire à la place, on peut l'échanger. Et comment est-ce qu'on procède entre le client et l'équipe?
C'est l'équipe qui décide quel est le niveau d'effort de complexité relatif entre deux tickets pour les comparer, ou quel est le budget d'un ticket par rapport à l'enveloppe complémentaire. Donc ça, c'est l'équipe qui l'évalue et qui le propose au client en disant tiens, on pourrait faire A à la place de B, les deux sont équivalents. Et in fine, c'est le client qui décide si oui ou non il fait l'échange. Et c'est comme ça que main dans la main, on va pouvoir progresser dans le temps et s'adapter face à ce qui se passe. Aléa ou opportunité. Alors, c'est pas le contrat qu'on a le plus, nous, utilisé chez Ayrton, mais ne serait-ce que pour son nom, il est vraiment cool. On l'a fait une fois, donc je vous fais un retour d'expérience. Je cite pas des clients parce que c'est chiant, mais on a travaillé pour une belle PME qui avait plusieurs dizaines d'années d'existence, un truc vraiment impressionnant. Pas du tout dans un univers sexy, très B2B. Et pour leur nouvelle gamme de produits phares, ils voulaient ajouter une notion de connectivité d'objets connectés. Donc le boss commence à dire ça à ses équipes, leurs équipes d'ingé réfléchissent à pondre un cahier des charges de 50-60 pages et consultent des partenaires pour le faire, dont nous. Et quand on les rencontre, on voit tout de suite qu'il y a plusieurs problèmes. La première chose, c'est que le délai est long. On sent que ça va être un projet chez eux, avec nous, de 1, 2, 3 ans, mais c'est flou. On sent que le délai n'est pas un stress pour eux, c'est important, mais que ça va être quand même gros. Techniquement, c'était très dense. Donc le cahier des charges est forcément pas assez précis, mais ça toujours, on le sait. Et surtout, leur métier, on ne le connaissait pas. Et intuitivement, on se dit, oula, il y a des trucs bizarres d'un point de vue usage. Il va falloir aller sur le terrain, ça sera aussi un enseignement que je partagerai tout à l'heure, pour voir si vraiment leurs idées, ça match ce que leurs utilisateurs ont besoin. Et donc là, on s'est dit, on va proposer une phase de cadrage dans un temps à peu près limité, mais encore une fois, le délai n'était pas le plus important, mais dans un budget limité, puisque le boss industriel me dit, mais ça coûte combien? Moi, je veux savoir combien je dépense. Donc on fige un budget, mais on ne sait pas exactement tout ce qu'on va faire dans cette phase. Il y a des choses qu'on sait, donc on dit ça va nous coûter, mettons qu'on ait donné un budget de 100, on sait qu'on va au moins dépenser 50, 60, mais on sait surtout que ça va échanger, ça va bouger. Et eux voulaient un forfait, parce que c'est ce qu'ils connaissaient. Et mes confrères avaient répondu en forfait. Quand on a commencé, donc on a réussi à expliquer ça, ils nous ont choisis. Quand on a commencé à aller sur le terrain, tout de suite, c'était un petit coup de bol, on s'est rendu compte que ce qui avait le plus de valeur pour eux, mon client, n'était pas du tout ce qui était visible sur le terrain. Donc on a tout de suite commencé à échanger des priorités. Et heureusement qu'on n'était pas dans un cadre forfaitaire, puisque je pense que l'équipe en face aurait voulu changer ça, mais le directeur achat, le juriste, parce que c'est une grosse structure, alors là, le contrat qu'on aurait fait au début, il n'avait plus aucun sens. Et ça aurait pu poser de gros problèmes. Et le fait d'avoir une réserve supplémentaire fait que, quoi qu'il arrive, on sait qu'on ne dépassera jamais le budget, c'est totalement impossible, contractuellement et dans les faits, et on est libre de faire ça. Et le jeu, quand ça peut se faire comme ça, c'est génial, c'est qu'on reste en dessous du max. En l'occurrence, on a réussi à rester en dessous du max, donc on arrive en disant, tu avais prévu 60, on a dépensé 50, et en plus, le client, normalement, quand ça s'est passé comme ça, est super content parce qu'on a appris plein de trucs, et on peut passer à la phase d'après. C'est pas le plus facile à vendre, puisque c'est quand vous arrivez devant un client ou un acheteur, prenons le pire, on lui dit on va faire un money for nothing, là c'est un peu chaud. Donc je ferai un petit retour d'expérience pour le guide du commercial agile, s'il y a des sales un peu dans la salle, ou même des free qui se vendent eux-mêmes, pour donner des petites techniques. Mais il faut juste comprendre ce principe qui est adapté pour des boîtes qui ont de l'argent, qui n'ont pas un stress de délai. Le troisième contrat, c'est le 50-50, dans lequel on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc l'idée, c'est on va s'entendre sur un coût mensuel, on va s'entendre sur un budget total et un délai estimé, et tout ça pour un périmètre figé à l'avance ou pour un nombre de points de valeur si on veut être un peu plus souple. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme d'engagement. Par contre, on est souple sur le budget total et sur le délai total. Alors l'idée, c'est que le client et le fournisseur vont s'entendre sur la variation possible. Par exemple, on se dit, tiens, ce contrat, je pense qu'il faudrait compter à peu près 8 mois, mais 8 mois plus ou moins 2 mois. On peut finir à 6, on peut finir à 10, on peut finir à tout ce qui est entre les deux. Et le principe va être le suivant, c'est si on finit pile poil à date, bah, le contrat est exécuté comme il faut, pas de problème. Si jamais ça dérape un peu, eh bien, on y est de notre poche tous les deux à part égale à 50-50 au prorata du dépassement. Et si par contre ça se passe mieux que prévu, alors tous les deux à parts égales, on se partage le bénéfice, le budget économisé.
Alors c'est très intéressant pour le client parce qu'il y a une forme de bonus, de carotte, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir récompenser plus le fournisseur, eh bien juste on va éviter de le payer autant et de le payer moins, donc c'est une carotte intéressante. Et pour le fournisseur, ça reste intéressant parce que ça lui augmente sa marge en fait, mécaniquement. D'ailleurs, vous pouvez poser le calcul, vous allez être surpris, la marge opérationnelle va vraiment augmenter sensiblement. Après, tout dépend de si vous êtes capable de détecter assez tôt que vous allez finir plus tôt que prévu pour réaffecter vos ressources sur n'importe quel projet interne ou externe. Ça, c'est un contrat qu'on aime plutôt pas mal. Il est bien adapté aux startups, si vous bossez avec des startups. Pas que, hein, mais startups. Puisque les startups, leur grand point commun, c'est qu'elles ont un marché incertain et qu'elles ont un mur de cash. Elles ont de l'argent, levé ou pas, et au-delà de ce cash, il n'y a plus de boîte. Ce qui n'est pas vrai pour une entreprise plus établie en général. Comme c'est incertain, dire ok, ton cahier des charges, dans ce délai, dans ce coût, super, ça on sait que ça ne marche jamais. Mais comme c'est incertain, on ne peut pas faire n'importe quoi. L'avantage du 50-50, moi ce que j'aime bien, on l'a fait pour une start-up qui avait un projet très compliqué, et on se rend vite compte que ensemble, on va trouver à la fois les solutions pour économiser de l'argent dans le projet avant d'avoir dépassé, puisque finalement, si moi j'économise du temps, je vais dépenser moins d'argent, et si le contrat est bien fait, je vais gagner même plus que ce que j'avais prévu de dépenser par rapport à mon coût. Et quand ça merde, et là en l'occurrence ça a commencé à merder, pour une raison simple, alors on ne fait pas que du cloud et du mobile, on fait aussi du hardware, je vous l'ai dit il me semble, on fait du matériel, et quand Apple a décidé d'acheter un composant, et vous l'aviez choisi pour ce projet, c'est mort. Il n'y a plus de composants du tout, alors les prix sont complètement fous. Et ça arrive, et ça c'est indépendant de ma volonté, c'est indépendant de la volonté du client, des équipes. Et on sait que dans ces projets innovants, ça arrive tout le temps des choses qui soient ma responsabilité, la responsabilité du client ou externe, tout le temps, tout le temps. Et donc on voit ce phénomène-là, et plutôt que de dire, bah, dans le forfait, bah, tu te démerdes, tu as besoin de... Moi j'avais dit, à cette date j'ai tout, et ben on cherche des solutions ensemble. Et du coup, on est toujours aligné en intérêt contractuel. Même quand on commence de dépasser, alors il faut le caper, c'est un contrat, il ne faut pas que ce soit complètement open bar, mais quand on commence de dépasser, le client et nous, on cherche à trouver des solutions. Ça a l'air de rien comme ça, hein. Ça peut se faire dans le cadre commercialement d'un forfait, mais le contrat va avec ça. Le quatrième contrat qu'on vous propose, quatrième contrat agile, s'appelle le stop ou encore. Donc ici, le fournisseur propose au client un coût mensuel. Et c'est tout. Quels que soient les moyens mis en œuvre derrière, quels que soient les livrables réalisés à la fin de ce temps. Alors là, on dit un coût fixe mensuel parce que c'est le plus courant et le plus pratique, mais typiquement, vous le faites sur n'importe quelle durée courte, ça peut être la semaine, pourquoi pas. Et l'idée est la suivante, c'est que tant que le client a confiance en vous, tant qu'il est satisfait de ce que vous faites et de la relation, tant qu'il en a besoin pour son business, tant qu'il en a envie, eh bien, il peut continuer. Et dès qu'il a envie de s'arrêter, bah, il s'arrête, sans autre justification. Alors ça, c'est très challenging pour le fournisseur, qui doit vraiment cultiver la satisfaction du client. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient aux fondamentaux. Le premier principe agile, c'est de livrer régulièrement le client avec des choses à valeur ajoutée, dans le but de le satisfaire. C'est vraiment ça. Le but, c'est la satisfaction client. Et là, on est sur un type de contrat qui mise sur la satisfaction client, quelles que soient les choses mises en œuvre pour y arriver. Éventuellement, on précise que, notamment à cause d'un des pièges que j'ai pu observer, c'est quand les équipes essayent, donc des équipes par exemple qui mettent en place Scrum, qui est une méthode agile, dans laquelle il y a des sprints, et qui mettent en place ce qu'on appelle le contrat au sprint. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple un sprint de 2 semaines, eh ben, on fait une sorte de mini-forfait, alors pas tout à fait sur du périmètre, mais des fois sur des points d'effort ou de valeur, peu importe. Et là, il y a un biais, c'est que c'est vrai que ça ressemble un peu à du stop ou encore, mais le problème, c'est qu'on est quand même très lié à la notion de ce qui est livré. C'est-à-dire que le client va juger de est-ce qu'il continue ou pas sur la base de ce qui a été livré à la fin du sprint. Alors que là, la préconisation qu'on vous propose plutôt, c'est de dire, de décorréler cette notion-là. Par exemple, si vous faites des sprints toutes les 2 semaines, ben, le stop ou encore pourrait être annoncé à la fin de la 3e semaine. On a déjà vu un premier livrable, le suivant, on ne le connaît pas encore. On peut juger de la relation au quotidien, et sur cette base-là, on peut décider si on a envie ou pas de continuer, indépendamment vraiment de qu'est-ce qui est produit pour la fin du sprint en cours. Ça a un autre effet aussi, c'est que le fournisseur, ça lui permet quand même de se retourner et de ne pas apprendre le dernier jour du dernier mois, de dire bon ben je m'arrête, ah bon ben qu'est-ce que je fais de mon équipe la semaine suivante. Et éventuellement d'un point de vue
on va dire, avance de fonds ou monétisation. Là, ce qui peut être important, encore plus dans ce contrat que dans les autres, c'est d'essayer de capter une partie du prix en début de période plutôt qu'en fin. Donc par exemple avec un 70-30 ou une forme d'acompte. Et par contre, commercialement, vous avez le droit, c'est possible, de faire le geste suivant, c'est de dire que le dernier mois, quand ça s'arrête, quand le client dit stop, il ne paye pas les 30 derniers pourcents. Pourquoi pas? C'est quelque chose que j'ai moi-même appliqué avec des clients. Donc celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je vais l'illustrer par un cas ou deux si on a le temps. Le premier, je suis face à une très grosse ETI, leader sur son marché mondial, avec des produits partout, pratiquement sur tous les continents, qui fait ce produit-là depuis très longtemps et qui a une grosse équipe technique en interne. Pour une raison ou une autre, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, ils décident d'externaliser la conception de leur nouveau produit phare et on est consulté. Super. Donc là, c'est plus un cahier des charges de 50 pages, c'est 2000 pages. C'est juste énorme, c'est hyper compliqué, le métier est complexe. Et l'équipe en face me dit, voilà, vous chiffrez ce cahier des charges, on veut le faire en moins d'un an, etc. Bien sûr, il y aura des pénalités de retard, énormes, puisque eux-mêmes avaient des pénalités de retard absolument énormes. On parle de centaines de milliers d'euros par mois. Enfin, donc moi, je ramène ça aux équipes, elles regardent, tous les 2 mots, elles me disent, ah, ça, c'est pas très précis. Donc j'ai dit, laisse tomber. Donc on refuse. Et ils nous aimaient bien, c'était une chance. Ils nous ont dit, bah, dans ce cas-là, on peut faire en assistance technique. Donc là, le grand écart, complètement fou. Et parce qu'on avait préparé ça et qu'on avait ce type de contrat, on a plutôt proposé un stop ou encore. L'avantage du stop ou encore, parce que l'assistance technique, ça peut paraître confortable, hein, tu l'as dit. Le piège, c'est qu'effectivement, si ça dérive et que vous êtes endormi, vos équipes sont cool et ça dérive, à un moment donné, le client il dit putain, ça n'est toujours pas sorti, ça coûte hyper cher et il rentre dans votre intimité d'organisation de boîte. Alors qu'il faut toujours garder le pouvoir parce qu'il vient chercher de la compétence chez vous. Le stop ou encore, le message, c'est de dire on fait ce qu'on veut. Si j'ai envie de mettre 50 personnes ce mois-ci, aller chercher un expert en Nouvelle-Zélande parce que c'est lui qui va apporter un truc, je fais ce que je suis maître de la réalisation. Par contre, on fait une facturation fixe. Donc il y a un budget, on ne sait pas exactement quand ça va s'arrêter, il n'y a pas de notion de délai comme sur un contrat forfait, mais on s'organise comme on veut. C'est vraiment une différence qui est importante. Deuxième exemple, rien à voir, une belle PME qui voulait pour la première fois fabriquer un produit en Asie. Ils ne l'avaient jamais fait. Et donc, pour ce produit, on leur a dit, c'est pas la peine, si nous on le conçoit, ça va mettre trop de temps. Il y a des fournisseurs en Asie qui le font déjà très bien, ce qu'on appelle en mode OEM. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ils le font déjà pour plein de marques et donc ils pourraient le faire. Sauf qu'ils n'avaient pas l'habitude de piloter des sous-traitants asiatiques alors qu'on avait besoin. Ce sous-traitant-là, je ne le connaissais pas, c'était un métier particulier, donc on ne pouvait pas s'engager à faire quoi que ce soit. On s'est dit, on va te faire un stop ou encore avec un prix mensuel. Tant que tu es content et que ça avance bien, c'est vraiment basé uniquement sur la satisfaction. Vous vendez presque que de la satisfaction en ce moment-là. Vous continuez. Si, pour une raison ou une autre, parce que finalement ce fournisseur asiatique t'a planté ou quoi que ce soit, des trucs qu'on ne peut pas mesurer, ou juste parce que tu n'es pas content, parce que la coupe de cheveux d'un tel ne te va pas, tu arrêtes quand tu veux. Ce qui les détend énormément. Et on a rajouté à ça un petit contrat complémentaire où on a dit on va faire ton banc de test. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un banc de test, mais une ligne de production et au bout il y a quelque chose qui teste, qui dit c'est bien, c'est pas bien. C'est nous qui allons le faire. On va le faire même de manière forfaitaire celui-là. C'est un enseignement important. Vous pouvez cumuler des différents modes d'engagement parce que c'est hyper important pour toi que tu sois sûr que derrière quand tu vas shipper les produits, ils soient bien de bonne qualité. L'effet un petit peu rigolo que j'attendais pas du stop ou encore, surtout face à un service achat, c'est qu'au début, ils disent ah ben c'est génial, dans le contrat, je peux arrêter quand je veux, sans n'importe quelle raison. Mais ils se rendent compte en discutant que nous aussi, on peut arrêter quand on veut. Et là, on commence à inverser un peu les rôles. Il dit mais si tu peux arrêter, et comme c'est basé sur la satisfaction mutuelle, puisqu'on sait qu'un produit innovant, si le client et le fournisseur ne sont pas bien, ça va foirer, ça équilibre vachement les choses. Et bizarrement, c'est pas le contrat le plus dur à vendre au final, parce qu'il est proche de la T dans le concept. Mais il change absolument tout. Dans la relation. Et dans le pilotage. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en position de vendre des contrats ici, si vous pouvez lever la main, les sales ou des free. Ouais. Donc, j'imagine que ce qu'on a dit avant, ça vous parle un petit peu. J'ai essayé de compiler ce que moi j'ai vécu, donc c'est hyper personnel, c'est pas une bible, hein.
pour vous donner des billes si jamais vous voulez appliquer ça. Donc la première chose, ça c'est presque un conseil uniquement dans la vente, mais ça s'applique bien à la contractualisation par agilité. Si vous êtes face à votre client qui n'a jamais eu un pépin de sa vie dans un projet en développement forfaitaire ou assistance technique, vous allez devoir le convaincre. Et ça, en vente, convaincre, c'est pas une bonne idée par rapport à expliquer. Et la frontière est très tenue, je sais, j'ai mis longtemps à le comprendre. Il faut expliquer ce que vous faites, mais si vous êtes dans une position où la personne ne l'a jamais vécu, ce qu'on a dit là, c'est dur. Donc il faut le savoir et être capable de dire, là, c'est même pas la peine que je lui parle du money for nothing, il va rien comprendre. Donc c'est très important. Si vous êtes en train de convaincre, vous prenez un risque pour la suite. Voilà, ça c'est aussi un point très important. Une fois que vous avez bien expliqué, et c'est un peu plus long d'expliquer puisqu'on a l'impression d'être rassuré par un contrat forfaitaire, c'est carré, je veux ça, tu me dis quand et combien, et c'est fini, on n'en parle plus. On a vu que c'était faux. Vous voyez dans ses yeux que ça brille, il a compris, il est hyper emballé. En général, il n'est pas seul à choisir, sauf si c'est une petite structure. Il y a un service juridique, un service achat, un big boss, et donc il va l'expliquer en interne. Et évidemment, il va mal le faire, parce que c'est nouveau quand même, c'est pas classique. Donc il faut savoir vous attendre, il faut même être un peu pushy pour l'accompagner, revendre le projet en interne. Ça paraît tarte à la crème aussi, mais vu que c'est un peu nouveau et les méthodes d'engagement sont pas très claires, il faut vous attendre à ça. Et tant que c'est pas signé, c'est pas gagné. Ouais, je me confirme. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, renverser le pouvoir. Dans l'exécution d'un contrat agile, vous devez garder le pouvoir. Donc pendant la vente, il faut faire exactement la même chose. Il faut montrer que c'est aussi vous qui décidez. Et passer de sous-traitance à co-traitance, c'est hyper important dans un projet comme ça, où la confiance va être reine dans le développement du projet. Et donc tout de suite, dès les étapes de vente, il ne faut pas tomber dans les travers de monsieur le client, si je peux dire, je ne sais pas comment dire. Mais, il faut montrer qu'on voilà, on est d'égal à égal, on veut faire un bout de chemin ensemble. C'est hyper important. Un truc que j'ai beaucoup appris aussi, au départ on est une boîte de tech. Moi je suis un tech, donc on fait de la tech. Et donc le cahier des charges c'est la Bible pour nous, c'est le client, il a forcément raison. Depuis le Lean Startup, le Design Thinking, etc., on s'est rendu compte que c'était totalement faux, surtout dans l'innovation. Il n'y a plus de temps, ça. Et est-ce que c'est top encore? C'est à moitié. C'est moi qui continue. Oui, depuis le design thinking, le lean startup, on se rend bien compte que le client a un biais dans la vision de son marché et qu'il faut aller voir le terrain avec lui. D'autant plus que c'est bien d'emmener les équipes, parce que plutôt que d'être caché derrière un cahier des charges, le fait d'aller voir les équipes, le terrain, elles ont des idées, et c'est souvent brillant dans ce scénario. Donc d'intégrer dans vos offres, si aujourd'hui vous n'avez que des offres de techniques, réponse à un appel d'offres technique, intégrer même des petites phases de design thinking, etc., pour aller voir le client, c'est super bien, et ça va bien avec le fait qu'on dit on va ensemble avoir des idées. Une des choses aussi qui fait basculer le client, c'est quand l'équipe montre qu'elle peut générer plus d'idées que lui et qui donc le fait un petit peu douter sur cette notion de périmètre fixe, et notamment par rapport au fait des risques de marché. Quand j'ai commencé à proposer des contrats agiles aux clients, systématiquement, pratiquement 100% des fois, je voyais que ils étaient OK, ça avait fonctionné, ils y croyaient. Mais soit tout de suite après le rendez-vous, soit quelques jours après, il revenait avec la même phrase. Ok, c'est super, mais en fait, tu t'engages sur quoi? En fait, j'ai presque signé, mais j'ai l'impression d'être parti. J'avais sous-estimé ce point-là, parce que pour moi, c'était clair. Il faut s'engager. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'un faux contrat agile qui se transforme en assistance technique. Sinon, c'est pas logique. Vous pouvez toujours faire de l'assistance technique, hein, mais il faut juste savoir sur quoi ce que vous avez choisi. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait s'engager sur autre chose qu'un périmètre, on l'a dit. Par exemple, on a beaucoup de startups dans le B2C, le consumer, de nos clients qui exposent au CES de Las Vegas. Vous avez entendu parler de ce truc, la messe du consumer. Un moyen de s'engager, donc le CES de Las Vegas pour eux c'est un passage, c'est surtout pas la fin, c'est souvent un début. Un moyen de s'engager dans le projet, c'est de dire tu auras un démonstrateur au CES. Pas aller trop loin dans le détail, peut-être qu'il y aura un peu de fake à l'intérieur. En tout cas, la valeur pour toi, c'est de pouvoir communiquer, de le montrer à des clients, de trouver des partenaires, et tu l'auras. Je me suis engagé. Et si je ne tiens pas mon engagement, je dois répondre de ça.
Hein, faut pas du tout se décharger de l'engagement. L'avantage, c'est qu'au lieu de s'engager sur toutes les virgules, on se concentre sur la valeur tuée au CIS. Donc, par exemple, on peut dire, je m'engage à ce que ton CIS se passe hyper bien. Dans la notion, je ne parle pas dans le contrat, mais et s'il revient avec les yeux qui brillent, c'est gagné. Si effectivement ça s'est mal passé, on peut le mettre dans un contrat de manière assez simple. Vous pouvez en prendre une partie à votre charge, etc. Mais ce que vous créez comme désagrément en loupant le jour du CIS de Las Vegas est énorme par rapport à la startup, même si vous n'avez qu'un jour de retard. Donc c'est des moyens de s'engager sur d'autres choses qu'un périmètre global, le cahier des charges. Alors ouais, ça, putain. Donc l'agilité, tu l'as dit, c'est cher. C'est plus cher. Pourquoi? Parce qu'on itère beaucoup, on fait plus de trucs. Je dis on va sur le terrain, il y a des petites réunions, peu importe la technique que vous utilisez. Localement, c'est très cher. Donc du coup, on dit au départ, mais en fait, ça sert à quoi le truc? Ce qui est important, c'est qu'évidemment, alors là c'est hyper tarte à la crème et c'est bien de se le rappeler, est-ce qu'il vaut mieux mettre 100 000 balles dans un projet qui ne va pas très bien marcher à la fin, ou 150 000 parce qu'il a trouvé son market fit et qu'il est excellent? On connaît la réponse, donc c'est ça le message. Mais surtout, comme c'est que cher localement, quand vous allez faire votre propal, ça y est, vous êtes super commercial agile, vous faites votre propal, vos copains, vos confrères, vos ennemis, eux ils seront chiffrés potentiellement au forfait et ils seront moins chers. Normalement, pas tout le temps. Donc, c'est un moment qu'il faut savoir gérer. Et l'enseignement majeur que j'ai appris, et c'est plus dur à faire en France, je trouve, le budget, c'est pas vous en tant que fournisseur qui le donnez, c'est le client qui doit donner son budget. C'est hyper chaud. Le client dit toujours, je veux ça, combien ça coûte? Et ben, c'est l'inverse qu'il faut faire. Comme ça, vous saurez plus facilement répondre à sa demande. Et donc il y a 2-3 techniques parce qu'ils sont résistants un petit peu et ils ne font pas. 2-3 techniques. L'exemple de l'agent immobilier, vous dites si aujourd'hui, demain, tu cherches un appart à Lyon et que tu me dis je veux être à peu près dans le centre, je te donne pas de budget, tu me trouves des apparts. A priori, l'agent il va revenir avec des trucs, ça sera pas ouf par rapport à ce qu'on veut. Si vous lui dites j'ai 300 000 €, je veux un appart ici, mais je suis libre, a priori, pendant le même temps de travail, il va mieux travailler, plus efficace. Donc il faut lui dire. Le deuxième truc qu'il faut lui dire, c'est mets-moi en concurrence. Donne-moi ton budget, n'importe lequel, celui que tu as forcément un budget. Si tu n'as pas de budget, c'est qu'il y a un problème. Tu as ton budget, donne-le-moi et mets-moi en concurrence. Il faut être un peu chaud quand même. Et parce que comme ça, pourquoi je veux me mettre au prix? J'ai des concurrents, si les concurrents sont bons, qui sont 20% moins chers, tu vas les choisir. Donc il faut s'exposer, il faut assumer un peu ça. Un truc aussi important, le temps. Aligner vos intérêts. Donc ça, j'ai aussi mis très longtemps à le comprendre, mais vous avez beau être super agile dans la contractualisation et dans l'exécution, à un moment donné, le client, son aventure de chiffre d'affaires à lui commence quand vous avez fini votre boulot. Vous avez créé le projet, qu'il soit web, physique ou quoi que ce soit, et lui il va commencer à engranger des revenus. Et donc il y a un désalignement presque d'intérêts. Vous, le but c'est d'avoir votre marge à l'intérieur confortable, et lui, il va commencer à le vendre. Donc si vous avez été suffisamment agile, il y a de grandes chances que lui, ça cartonne aussi mieux que si vous ne l'aviez pas été. Mais une bonne manière d'aller encore un cran plus loin, c'est de mettre en place des success fees, par exemple, de se dire, je vais partager ton gain. Alors là, il y a 2 choses qui se passent. La première chose, c'est que ça les intrigue. Ils se disent, attends, tu vas gagner en faisant le truc, et tu vas gagner encore après pendant que... Donc la tentation du client, c'est de dire, ok, mais dans ce cas-là, ton budget de 100, tu factures que 50, et les 50 suivants, tu te les fais en success fees. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Vous n'êtes pas un VC, vous devez gagner votre vie. Et le fait d'aligner l'intérêt fait que à tout moment dans le projet, toutes les équipes vont dire, putain, mais si on faisait ça, ça ferait économiser tant sur le produit, ou ça permettrait de faire ça. Et presque c'est devenu la même équipe avec le même intérêt. Même si le success fees, si votre client gagne 100, vous ne pouvez pas gagner 50. Je veux dire, il faut l'adapter au business. Même s'il est petit, mentalement c'est hyper intéressant. Quand tu dis petit, tu parles bien de quelques pourcents, voire même moins. Hein, oui. Par exemple, on fait sur des produits aussi. Donc, je sais pas, un produit qui sort à $50 d'une ligne de production, si vous prenez $1, ça paraît équilibré en termes de ratio, ça dépend beaucoup du produit, mais ça permet de se dire, il faut le caper, enfin après on met plein de choses dans le contrat, mais on participe au succès. Si en plus vous en avez été de votre poche parce que vous êtes planté dans vos estimations, et ça arrive, même en agilité, et ben vous dites quand même, comme je pense que ça va cartonner, je vais quand même me refaire. C'est hyper intéressant.
Et enfin, il me semble que c'est enfin, truc que j'ai appris, c'est que, oui là je parle, je transpire, j'ai chaud, c'est beaucoup d'énergie pour convaincre, enfin expliquer, et pas convaincre, oui c'est chaud. Quand vous avez fait ça, et que le projet commence, si vous disparaissez des équipes techniques, ça va merder. Parce que, surtout au début, quand vous introduisez ça dans vos équipes, ils reviennent toujours au naturel de cahier des charges et réalisation. Et le client va avoir une espèce de drop en disant bah, c'est super ce qui va se passer. Et puis dès les premières semaines, il dit en fait, je ne vois pas du tout la différence, je crois que je me suis fait enfumer là. Et ça m'est arrivé. Hein. Donc il faut que la personne qui ait vendu ce contrat passe du temps avec les équipes, de moins en moins avec le projet, pour le démarrage. C'est hyper important. Et l'effet vertueux, c'est que les équipes vont mieux comprendre aussi ce qui se passe dans la transition, j'en parlerai un peu après, et c'est hyper bénéfique. Et comme ça, si vous voyez que c'est en train de prendre une mauvaise tournure, vous pouvez tout de suite rectifier. Donc mon Rex perso, je vois rien, c'est moi. Ah oui. Donc j'ai réussi à quitter le forfait, pas pour tout. Il y a des choses qu'on fait au forfaitairement, notamment des preuves de concept. Quand le client vient en disant voilà, en 20 jours je veux une preuve de concept, on arrive à le forfaitiser parce que l'enjeu pour nous est ailleurs. C'est pas un enjeu de marge absolue. Le ramp-up des équipes, donc amener les équipes à travailler comme ça. Je pensais que ça allait être hyper rapide parce qu'elles faisaient déjà de l'agilité. Moi, je n'étais pas du tout un pro de l'agilité, tout ça. Enfin, je suis toujours pas un pro de l'agilité en tant que tel, comme toi. Mais je me suis dit que ça va être facile parce qu'elles ont envie. Par contre, vendre, ça va être hyper dur. En fait, c'était l'inverse. Au bout d'un moment, vendre, c'était beaucoup plus simple parce que finalement, c'est naturel. Mais les équipes ont mis beaucoup plus de temps à comprendre ça et s'y adapter. Le premier retour que j'avais en all staff meeting, c'était ouais, mais on a l'impression de faire des claquettes devant le client. Parce qu'au lieu d'avoir un cahier des charges figé auquel il pouvait se rattacher, il y avait beaucoup plus de pages blanches, beaucoup plus d'options. Aller sur le terrain, regarder des choses. Et c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et c'est jamais terminé, donc on ne peut pas dire qu'on a fini cette transition-là. On a du coup, l'effet vertueux, c'est qu'on a plein d'idées, on trouve plein de nouveaux mécanismes pour s'engager, et finalement chaque contrat est plus ou moins différent du précédent. Et je ne sais pas si ça sera terminé un jour. Le règle important, c'est qu'on est quand même super content. On a augmenté notre marge, ça c'est facilement mesurable. On a augmenté la satisfaction des clients, mais aussi évidemment la satisfaction des équipes. Je ne sais pas combien il y a de devs ici, de tech dans la salle. Un petit coucou. Il y a rien si vous travaillez en forfait, il n'y a rien de pire que d'être contraint, de ne pas pouvoir mettre en place vos méthodologies. Et là, ça libère vachement plus. C'est pas magique, mais ça libère beaucoup plus. C'est assez puissant. Alors en synthèse, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait deux grands types de contrats traditionnels, que malheureusement, en cas d'aléa, ils n'étaient pas franchement gagnant-gagnant. On a vu que même si on essaie de mettre en place l'agilité dans ces types de contrats, eh bien, ça va avoir ses limites et on peut laisser une impression de non-maîtrise soit du périmètre, soit du budget et du délai. Alors heureusement, il existe des contrats agiles, on vous en a présenté 4. Alors ces contrats sont plus intéressants parce qu'ils sont plus faciles à piloter et ils sont vraiment gagnant-gagnant. Par contre, ils sont plus difficiles à vendre au départ. Et du coup, on vous a proposé un petit guide du commercial agile. Et on vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Et si vous avez des questions, ben, on est à votre disposition. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Alors, moi, je suis venu voir la conf pour des besoins en interne et comment je peux transposer tout ça dans une vision en interne. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe de développeurs de 30 personnes dans une PME de 110 et voilà, se pose des questions de taille des stories, enfin tout ça. Alors, le point, c'est que là, on a effectivement beaucoup parlé d'engagement contractuel au sens contrat client-fournisseur. Ce qui se cache derrière, c'est la notion d'engagement, c'est-à-dire la notion de prendre une promesse et de devoir la tenir dans le temps. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en interne, vous allez avoir une grande facilité sur le fait qu'il n'y a pas de signature contractuelle, il n'y a pas d'engagement juridique, et vous n'avez pas les formes de pénalité, etc. Par contre, le piège, c'est qu'il n'y a pas de formalisme. Ou en tout cas, ça peut être un peu flou, on se l'est dit dans une réunion, ah mais c'est pas tout à fait ça, etc. Donc moi, ce que j'invite les équipes à faire en interne, c'est d'investir un tout petit peu plus justement sur ce formalisme et sur le fait de rendre visible régulièrement qu'est-ce qu'on s'était dit, vers quoi on voulait aller et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les pratiques agiles, il y a des pratiques qui permettent d'augmenter la prédictibilité.
c'est-à-dire la capacité à faire des prévisions et des projections. Alors, c'est pas la météo, hein, mais l'idée, c'est qu'il y a des outils comme par exemple la vélocité, qui d'ailleurs, la vélocité, pour ceux qui connaissent, hein, c'est pas un outil c'est pas un indicateur de performance, c'est un outil d'aide à la planification, ou les cartes de contrôle, par exemple, qui permettent de prédire un délai. Par contre, ces outils-là vont marcher sous plusieurs conditions. Alors, la plus grande des conditions, c'est que ça doit être un système stable. Et pour avoir un système stable, il faut que les gens travaillent à un rythme soutenu, il faut avoir des pratiques de qualité pour éviter de payer la non-qualité plus tard. Il faut essayer de découper le plus possible le travail à faire en gardant de la valeur ajoutée. Et c'est dans ces conditions-là, si en plus on a toujours à peu près la même variété de choses qui nous arrivent en entrée, alors dans ces conditions-là, le passé proche aide à déterminer le futur proche. Et donc si je suis capable de voir que depuis 3 semaines, on arrive à abattre 10 trucs par semaine, eh bien, j'ai plus qu'à regarder combien j'ai de trucs dans le pipe. Ah, j'en ai 100. Bon, il me faudra tant de semaines pour y arriver. Plus ou moins un facteur d'incertitude. Donc, c'est ce genre de choses qui va pouvoir nous aider. Oui. Bonjour. Les différents modes proposés présupposent de travailler en bonne intelligence entre clients et fournisseurs. Adrien a cité plusieurs fois la notion de confiance. Avez-vous des retours d'expérience où ce n'est pas le cas? C'est-à-dire clients et fournisseurs où ne s'entendent pas très bien, où il y a une certaine méfiance? Alors oui, ça m'est arrivé quand même. De toute façon, peu importe le contrat, si la confiance est rompue, c'est fini dans ces modes-là d'engagement. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que si le client n'est pas prêt à partir là-dedans, parce que, je ne sais pas, EDF arrivait avec un money for nothing, il faut juste le savoir et adapter. Est-ce que vous avez envie de faire un forfait? Est-ce que vous connaissez les risques et les opportunités? Il ne faut pas forcer le trait. Comme c'est la confiance, hein, c'est comme tomber amoureux, là, si on force, ça peut marcher. Donc il n'y a pas de... Et l'avantage de ces contrats-là, c'est que si ça en cours, parce que ça peut arriver en cours, la confiance se perd, vous pouvez arrêter. Arrêter un forfait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Chaud. C'est chaud. C'est vraiment avec le stop ou encore, vous limitez de part et d'autre les risques. On paye une période, ça ne le fait pas de part et d'autre pour X raisons, on peut sortir très vite. Pardon. Oui, bonjour, merci. Moi j'ai une question justement sur le stop ou encore. Vous parlez de coût mensuel, et j'ai peut-être pas compris une partie, mais comment est-ce que vous estimez ce coût mensuel? Est-ce que c'est à la fin du mois? Est-ce que c'est avant le mois? Bien vu. Effectivement, il y a un petit travail préalable sur le stop ou encore. C'est que on réfléchit quand même en amont sur à peu près de quoi il s'agit comme sujet. Qu'est-ce qu'on estime grosse maille en termes de ressources à mettre en face, alors en termes de capacité et en termes de compétences, de qui on a besoin, de tel expert, de telle compétence, etc. On se dit aussi grosso modo combien de temps ça devrait durer et on vérifie avec le client qu'il a un budget, on va dire, cohérent avec cette annonce-là. Mais ça, c'est informel. Et une fois qu'on est clair là-dessus, et que c'est cohérent en termes de budget global, et que c'est cohérent en termes de date potentielle, en disant, mais si on arrive à la fin, en mars, est-ce que ça va? Une fois qu'on est clair là-dessus, là, le fournisseur va regarder de son côté, c'est quoi le bon prix, et il va dire, voilà, je vais te dire vraiment un chiffre au hasard, tu payes 10 000 par mois, et on s'est entendu sur le fait que, voilà, il faudrait compter 6 à 10 mois, quelque chose comme ça. Donc on sait que ça va le faire en termes de délai, on sait que ça va le faire grosse maille en termes de budget, mais on s'est engagé sur rien d'autre que chaque mois ça coûte 10. Et après, qui on met derrière? Qu'est-ce qu'on livre? Est-ce qu'on met des renforts? Est-ce qu'on fait appel à tel expert? Ah mais l'expert n'est pas dispo, du coup on prend quelqu'un d'autre, etc. Ça, c'est de la toutouille interne. Voilà. Et donc c'est vraiment le fait de rester maître de ça. Le fournisseur reste maître de comment il gère ses équipes, ses ressources. L'équipe reste maître de comment elle priorise son travail et de ses pratiques de qualité, de son mode d'organisation, et donc elle peut capitaliser, s'améliorer, etc. Et le client, lui, tout ce qu'il a à nous donner comme feedback, c'est est-ce qu'il est content, est-ce que ça progresse dans le bon sens, est-ce que ça lui plaît, etc. Voilà. Mais oui, bien vu, il faut quand même... le chiffre, il ne sort pas de n'importe quoi. Oui. Bonjour. Tu parlais tout à l'heure, dans la méthode Scrum, du coup des points de vélocité pour aider à la planification. Je voulais savoir contractuellement, donc effectivement, on a besoin imaginons 2 sprints pour s'engager sur une planification. Et comment ça se passe contractuellement avec ces 2 premiers sprints, sachant qu'on ne peut pas s'engager avant la fin de ces 2 premiers sprints pour dire il nous faudra environ 9 mois pour arriver à ce résultat. Alors oui, ça c'est vrai dans le cadre du contrat au sprint ou à la version. Donc ce que tu cites, c'est
l'équipe découvre un petit peu quelle est la chose à faire, comment s'organiser par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle est vraiment capable d'abattre. Et donc de sprint en sprint, elle va dire tiens, j'ai réussi à abattre 15 points, puis 25 points, puis 30, et là ça se stabilise. Et maintenant qu'il s'est passé 2-3 sprints, on peut dire oui, à équipe constante et à travail à faire à peu près régulier, alors on sait qu'on abat 30 points par sprint et donc on fait des projections. Donc ça c'est le contrat par sprint. Le truc, c'est que ça, moi justement, je trouve ça très délicat et très dangereux parce que ça veut dire que déjà, il a fallu s'entendre sur une première phase sur laquelle on doit faire payer le client, mais pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc par exemple, de dire, bah, tiens, paye déjà 40 000, on travaille pendant un mois et on verra bien ce qui sort en termes de vélocité. Mais ça, c'est encore rien. C'est que du coup, la vélocité devient alors un indicateur de performance ou en tout cas l'indicateur sur lequel on s'engage. Et alors, il n'y a rien de plus faux qu'une vélocité. Je vous donne une astuce très simple pour doubler votre vélocité. Vous estimez tout 2 fois plus cher. Et, voilà. Et le truc, c'est que le client, il ne sait pas si ça coûte 2 fois plus cher ou pas. Enfin, c'est pas son métier, quoi. Alors, il peut le challenger, il peut questionner. Mais il n'y a rien de plus faux que d'estimer une vélocité. Justement, la vélocité, c'est pour ça que le contrat au sprint, je suis en délicatesse, surtout s'il y a la notion de vélocité dans le contrat, parce que véritablement, elle ne veut rien dire en termes de performance. Par contre, là où elle est intéressante, c'est que pour peu que le passé soit stable et que l'avenir soit stable, alors le passé proche nous aide à prédire le futur proche. Et donc, si régulièrement on fait 19, 22, 19, 22, on se dit, je peux m'engager sur 19 ad vitam aeternam et je vais préparer 22 ou 23 pour que l'équipe soit jamais en rupture de charge. Ça, c'est très utile et très pratique. Et ça, c'est une bonne idée de le faire. Mais s'engager dessus, c'est chaud. Oui. Donc avec un passé proche avec la même équipe et un futur proche avec la Et tout ce qui peut stabiliser, c'est-à-dire que plutôt la même équipe, plutôt le même type de ticket qui concerne les mêmes compétences, dans la même variété, toujours un gros ticket, 2 moyens, 4 petits, toujours un peu de front, un peu de back. Enfin, plus vous stabilisez votre système, plus il va être prédictible. Mais un système qui n'est pas stable pour X raisons, par exemple, des fois vous avez un interlocuteur chez un client, des fois un autre, enfin, quelle que soit la source de variabilité, un système qui est engorgé, c'est-à-dire qu'à chaque fois tout le monde est à 110% et il y en a de partout et les délais s'allongent. Un système où il n'y a pas de qualité, c'est-à-dire qu'on trace à fond, mais on génère de la dette qu'on n'arrive pas à résoudre. Toutes ces choses-là vont faire que le système à terme ne va pas être stable et donc toutes nos prévisions un jour vont faire patatras et ça peut faire mal. Donc oui, cultiver de la stabilité est vraiment une très bonne idée en agile si on veut pouvoir être prédictible dans la durée. Clairement. Oui. Comment vous embarquez les acheteurs qui, lors d'une mise en concurrence, ont tendance à répondre collé à la grille commerciale, j'ai besoin de comparer mes offres? Waouh, merci. Désolé pour la blague sur les acheteurs, j'aime bien les acheteurs. C'est une vraie bonne question. Ça c'est. On comprend qu'intuitivement, comparer un TGM ne sert à rien. Puisque de toute façon, si je paye 600 € quelqu'un qui met 2 fois plus de temps et que l'autre. Donc tant que ça, c'est pas ancré, c'est mort. Donc soit on veut. Il y a une grille, c'est comme ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas en sortir, donc soit vous acceptez de répondre, soit vous ne répondez pas. Mais amener quelqu'un à complètement changer sa méthode d'évaluation des boîtes, comme ça, c'est impossible, j'ai jamais réussi. Donc après, vous mettez un TGM haut, bas, c'est impossible. Parce qu'il ne faut pas essayer de convaincre une personne comme ça, c'est trop dangereux. Par contre, lui expliquer que tu vois bien que mathématiquement, si tu prends quelqu'un à 500 € mais qui n'est pas très bon, ou qui n'est pas très... peu importe, et que moi tu me payes 1000, je le fais plus vite, l'équation à la fin, elle est meilleure. Donc ça, j'ai pas de réponse. J'aimerais bien. Alors, juste un petit retour d'expérience là-dessus. Donc sur les appels d'offres publics, ça va être super dur d'être agile, ça on est bien d'accord. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir les bénéfices de l'agilité du point de vue opérationnel, quand on est dans le projet, quelle que soit la forme de prise d'engagement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des clients qui sont au fait de ça, on va dire les entités opérationnelles, et qui du coup vont pirater leur système de l'intérieur. Alors je ne dis pas que c'est bien ou pas bien de le faire, et je ne sais pas s'il faut le préconiser, mais en tout cas je sais qu'il y a des clients qui le font, ils essaient de s'en sortir, ils veulent faire réussir les projets, quelle que soit la prise d'engagement qui a eu lieu. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont respecter le cadre contractuel, et donc s'il faut de la paperasse, s'il faut démontrer que A plus B, ils le feront. Mais par contre sur le terrain, ils diront aux équipes, je vous accompagne, si vous préconisez des trucs, je vous suis, s'il faut vous faire monter en compétence, je le fais. Et alors là, pour le coup, il y a un piège pour le fournisseur, c'est que le sentiment d'appartenance va basculer du côté du client, bizarrement. C'est-à-dire que le client s'occupe mieux de l'équipe que le fournisseur lui-même. Et ça peut vraiment arriver. Hein. J'ai déjà vu des changements de fournisseurs alors que la ressource reste chez le même client, des internationalisations, etc. Et même les forfaits peuvent se pirater. Par exemple, je ne citerai pas de nom, chez un compte public, les acheteurs ont dit c'est fini la régie, il y a trop de dérives de coûts, de délais, et du coup maintenant c'est que du forfait. Résultat, les équipes opérationnelles internes ont piraté le système, et donc là où j'ai eu l'occasion d'intervenir, il y a 300 prestataires.
il y a 300 forfaits. Voilà. Donc on est dans les clous, hein, il y a 300 forfaits, vous pouvez auditer le système, mais en fait, il y a 300 régies, quoi. Enfin, 300 prestataires, 300 forfaits contractuels, et en fait, c'est du pilotage à la régie. Voilà. Mais c'est, en fait, si vous voulez, le truc, c'est qu'à un moment donné, ce qui fait foi, c'est le business du client. Et donc le business, pour qu'il y arrive, il faut que les opérations soient alignées sur ce business. Et pour que les opérations s'en sortent, elles font avec les moyens, et elles contournent les contraintes. C'est mécanique, on est humain, voilà. Donc voilà, c'est le genre de choses que j'ai pu rencontrer. Allez, dernière, non Du stop ou encore? La durée de préavis? Alors, dans le cas qu'on citait, c'est 10 jours, c'est-à-dire que l'engagement est mensuel et c'est 10 jours avant la fin que le client dit stop ou encore. Mais ça, c'est les exemples les plus courants, j'allais dire. Mais après, libre à vous de faire autrement. Je me souviens d'un client il y a 4 ans qui avait fait un stop ou encore trimestriel et le délai de prévenance était d'un sprint de 2 semaines. Pourquoi pas? Je dirais que 3 mois, ça me semble, ça serait peut-être l'exception, c'est peut-être un petit peu long pour du stop ou encore. Là, sur un projet de 18 mois, bon, c'était peut-être intéressant, mais ça serait plutôt l'exception, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de pas forcément le lier à un livrable. Si tu as un livrable mensuel, de ne pas faire ton stop mensuel, de le décaler d'un 15 jours. Parce que ça doit vraiment être basé sur la satisfaction et pas sur « Ah, mais tu m'avais dit que ce serait rouge ». C'est une petite astuce. Mais court, ouais, je pense 1 mois, 2 mois maximum.